Eh bien, bonjour messieurs, ravi de vous avoir sur la chaîne de l'Espoir Métabolique. Docteur Baudiman, qu'on ne va pas présenter, c'est une star de la chaîne, hein, bien évidemment. Hein, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. On sait qu'il nous aide dans la recherche, dans cette recherche fondamentale contre ce terrible fléau qu'est le cancer. Il est aux côtés docteur Philippe Pinault, qui lui est spécialisé dans les enzymes. Ça fait un petit moment qu'on vous promettait donc cette vidéo. La voilà. Alors je donne de suite la parole au docteur Baudiman. On vous écoute. Alors, bonjour à tous et merci de nous recevoir encore sur votre chaîne. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe, parce qu'effectivement, je vais l'appeler Philippe. On travaille ensemble depuis à peu près 35 ans maintenant. Nous sommes des jeunes hommes travaillant ensemble depuis très longtemps. Et Philippe va vous parler en fait aujourd'hui des enzymes. Mais pour le commun des mortels, enzyme, ça ne signifie pas quelque chose. Donc je vais déjà demander à Philippe de nous expliquer ce qu'est une enzyme ou un enzyme. Alors bonjour à tous et merci pour l'opportunité d'intervenir sur votre chaîne. Les enzymes, pour faire très simple, ce sont les boîtes à outils de notre organisme, puisque ce sont des outils biologiques qui permettent à notre organisme de couper, de coller les molécules biologiques. Donc c'est une gamme très très large d'outils qui permet pour beaucoup de fonctions de notre organisme d'avoir à sa disposition la capacité de construire, la capacité de déconstruire, la capacité d'éliminer. Donc les enzymes sont un outil incontournable pour notre organisme, pour son fonctionnement. Alors ces enzymes se retrouvent dans les organismes vivants, dans les organismes végétaux, se retrouvent où en réalité? On les retrouve dans l'ensemble du monde vivant. Elles sont présentes aussi bien chez les végétaux, que chez les animaux, que chez les champignons, les bactéries. On va les retrouver dans l'ensemble du monde vivant. C'est un incontournable de la vie biologique. Et ces enzymes, en fait, se retrouvent dans toutes les cellules? Alors, on les retrouve dans toutes les cellules vivantes. Elles vont avoir, comme je le disais en préambule, différentes fonctions, mais on va les retrouver de façon systématique dans toutes les cellules, et y compris dans des espaces qui sont dits extracellulaires, à l'extérieur des cellules. Donc c'est vraiment un composant fondamental pour le maintien de la vie. Alors, puisque c'est fondamental au maintien de la vie, est-ce que nous pourrions avoir quelques exemples en fait, d'action d'enzymes? À quoi ça sert précisément? Où les retrouve-t-on? Dans quel type de fonctions physiologiques sont-elles appliquées? Donc, pour illustrer et pour commencer un petit peu sous le ton de la boutade, on a souvent entendu parler des enzymes glutones dans les lessives. En fait, les enzymes glutones dans les lessives sont tout simplement les enzymes qui sont présentes naturellement dans notre estomac et qui servent à digérer nos aliments, que les industriels ont pu récupérer, produire par une façon différente et les utiliser dans des produits détergents. Donc les enzymes, à quoi, je dirais, comment vont-elles se répartir dans les différents organismes et quelle va être leur fonction? Eh bien, dans tous les organismes, on a la nécessité de construire des protéines, des lipides, donc on va introduire ces noms de différents composés qui sont présents et indispensables à la vie. Et les enzymes vont avoir la capacité, pour prendre l'exemple par exemple des protéines, de construire des protéines, de les allonger, de les diminuer, de les rendre solubles. Pour illustrer cela, par exemple, les enzymes ont la capacité de solubiliser des produits qui ne le sont pas, très simplement lorsqu'on absorbe de la viande, ou lorsqu'on consomme des végétaux. Ce sont des produits qui sont insolubles dans l'eau, et les enzymes vont avoir en partie la capacité de solubiliser et donc de permettre leur absorption, ce qui va être très important, par exemple, pour certains composés et nutriments qui sont fondamentaux pour le maintien d'un bon équilibre nutritionnel. Alors justement, ces enzymes qui ont des capacités en fait, de découpage ou d'assemblage, peuvent-elles être utilisées au bénéfice de la santé? Et si oui, en fait, quels sont les grands travaux en cours ou déjà en fait déjà bien avancés? Alors, un sujet qui va nous intéresser, par exemple, va être le sujet assez vaste de l'oxydation. L'oxydation cellulaire est largement décrite et ça peut être dans certains cas une agression contre les cellules, et s'en prémunir et prévenir peut être une fonction importante. Comme je vous l'ai indiqué, les enzymes peuvent avoir des actions de construction, de déconstruction, et parmi les activités de déconstruction qu'elles vont avoir, elles vont avoir une activité de déconstruction contre les facteurs qui vont être les promoteurs de cette oxydation cellulaire. Donc les enzymes vont avoir la capacité d'aller maîtriser la prolifération de ces composés qui sont nocifs,
la capacité de les atténuer, la capacité de les mettre sous une forme qui permet leur élimination. Et pour être précis, des enzymes qui sont, par exemple, des enzymes protéolytiques comme la bromélaïne, comme la papaïne, sont des enzymes qui, elles, vont avoir des effets directs en se combinant notamment avec ces facteurs oxydatifs, mais également qui vont avoir un effet indirect parce qu'elles génèrent par leur travail, par leur fonctionnement, des composés qui vont s'opposer à l'oxydation et ils vont protéger les cellules. Donc à ce titre, on a des doubles effets et c'est très important justement de maintenir des bons apports de ces enzymes au niveau nutritionnel. Et je prenais cet exemple de l'oxydation, mais on va retrouver des exemples équivalents par exemple dans le domaine des lipides, puisque dans ces activités de construction et déconstruction, on va retrouver des enzymes qui travaillent sur les lipides et qui vont permettre notamment pour les oméga 3, qui sont des acides gras connus pour leurs propriétés et leurs bénéfices nutritionnels, vont permettre de mieux les assimiler en les libérant de l'aliment. Donc on a des activités de libération qui permettent une meilleure assimilation. Donc les enzymes sont vraiment fondamentales dans tous ces mécanismes, je dirais, d'optimisation de la relation entre la nutrition et la santé. Et pourrait-on envisager demain de voir l'utilisation de ces enzymes directement impliquées dans le domaine du soin ou de la prévention de certaines pathologies chroniques? Il y a beaucoup de travaux qui sont conduits justement sur ce qu'on va pouvoir intégrer comme je dirais illustrer comme une supplémentation en enzymes au niveau nutritionnel. Donc sachant qu'il faut à ce titre que les laboratoires qui mettent en œuvre connaissent bien le monde des enzymes et permettent, je dirais, un apport de ces enzymes sous une forme protégée. Je m'explique. C'est qu'à partir du moment où on les consomme évidemment par voie orale, et on va avoir un chemin de ces enzymes à l'intérieur de l'organisme, et il faut qu'elles arrivent sous forme active. Donc là, il y a un vrai savoir-faire quant à apporter ces enzymes sous une forme qui soit active. Et puis, est-ce qu'on a intérêt supplémentaire par rapport à l'alimentation? Je dirais qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formes d'alimentation qui amènent des enzymes? La réponse est oui, bien sûr, puisque ces enzymes, comme je vous l'ai dit, sont présentes dans tous les organismes vivants. Donc bien sûr, lorsqu'on consomme des légumes crus, par exemple, on va retrouver un certain apport d'enzymes, mais la question, c'est la concentration, qui est souvent relativement faible, et surtout leur capacité à arriver sous forme active à l'intérieur de l'organisme. Et c'est pour ça que là, il est très important qu'au travers des compléments qui peuvent être apportés, que les laboratoires l'amènent et que la maîtrise permette de les amener sous une forme active pour que leur effet positif puisse s'exercer. Donc le complément alimentaire trouve sa justification. Le complément alimentaire trouve tout à fait sa justification. Et si on parle de doses aujourd'hui, faut-il des doses importantes pour avoir un mécanisme d'action optimum? Alors la question est évidemment une question à plusieurs étages en termes de réponse, puisque faut-il des doses importantes? Nous sommes bien placés tous les deux pour le savoir. La dose importante n'a de sens que si on la ramène à une activité. Et dans le cas des enzymes, pour faire un petit aparté, ce qui est important dans une enzyme, c'est son activité. Comme on le dit, c'est un outil. Et c'est sa capacité à faire son travail qui va faire son intérêt. Et cette capacité peut être extrêmement élevée pour une toute petite quantité. Donc on ne va pas, je dirais d'une façon générale, on ne va pas parler de quantité, mais on va parler d'activité. Et on va amener ces enzymes avec la garantie de leur activité. Et c'est ça qui va faire leur intérêt. Donc grande quantité, pas nécessairement. Par contre, grande activité, oui. Absolument. Et lorsqu'aujourd'hui on parle, je reviens en fait à des pathologies chroniques que nous connaissons et qui intéressent en fait l'association, et notamment les gens qui regardent, y a-t-il aujourd'hui, à ta connaissance, des équipes de recherche travaillant à l'utilisation ou à la compréhension des mécanismes d'action enzymatique dans le domaine des pathologies que l'on connaît? Oui, alors très clairement, lorsqu'on regarde la bibliographie publiée, on voit depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années, ce qui correspond d'ailleurs à une forte expansion de la connaissance dans le domaine des enzymes, des recherches qui portent, pour revenir sur l'oxydation, sur les enzymes qui vont avoir une activité et une action de protection contre les radicaux libres, hein, puisque l'oxydation, par exemple, peut être provoquée, développée par l'action des radicaux libres. On retrouve également une forte, je citais la papaïne et la bromélaïne, on trouve très clairement une forte littérature qui se développe autour de ces enzymes qui sont des enzymes de dégradation des protéines. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que
les protéines font partie de notre bol alimentaire et de façon fondamentale. Et la transformation au cours de la digestion par les enzymes de ce bol protéique a un effet. Et pour faire très simple, je vous le disais au départ, les enzymes sont des outils qui peuvent couper, coller, assembler. Et lorsqu'elles coupent, ces enzymes, elles génèrent des petits morceaux. Et ces petits morceaux ont des activités biologiques. Et il s'avère que les petits morceaux des protéines, que l'on appelle des peptides, qui sont générés lors de cette digestion, ont des activités qui vont s'opposer au développement d'un point de vue expérimental et dans les travaux qui sont conduits dans les laboratoires, mais qui vont s'opposer à certaines formes de développement ou à certains facteurs qui sont promotionnels pour le développement de cellules cancéreuses qui sont cultivées en laboratoire. Donc il y a des pistes extrêmement intéressantes dans ce domaine. Absolument. Et tu m'arrêteras. Si je peux intervenir, lorsqu'on utilise donc ces enzymes que sont la broméline et la papaïne, dans le cadre de compléments, dans le cadre du cancer, doit-on les prendre en mangeant ou totalement en dehors des repas? Ce que moi je conseille. Alors, la réponse, elle est vraie dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il est intéressant de consommer la bromélaïne et la papaïne de par l'action qu'elles ont, je dirais, en termes d'activité propre, par exemple sur la prévention contre les radicaux libres et sur les problématiques de prévention de l'oxydation, et auquel cas une prise en dehors des repas est tout à fait recommandée. La seconde action, puisqu'on est sur des boîtes à outils, et il faut bien les voir comme telles, ce sont des boîtes à outils qui ont un spectre d'activité. Sur la seconde partie qui va concerner la dégradation du bol alimentaire, auquel cas la prise avec le repas peut être également conseillée puisqu'elle va s'ajouter au premier effet. Merci, c'est précis. Et alors moi j'aimerais aborder un autre sujet, c'est que ces enzymes, tu m'arrêteras ou tu me le confirmeras, mais sont fortement impliquées dans les cycles métaboliques, les cycles de Krebs ou d'autres cycles. On parle aujourd'hui, tous ces cycles-là font appel à des enzymes. Donc, retrouve-t-on ou non ces enzymes dans tous les cycles métaboliques? Alors, oui, on les retrouve dans tous les cycles. Ce qu'il faut avoir comme vision très rapide, c'est que notre organisme a la possibilité de, je dirais, fabriquer des protéines à partir de notre ADN, très simplement, mais qu'à partir du moment où on a fabriqué ces protéines, on a un ensemble de molécules qui circulent dans l'organisme, et ces molécules se promènent de façon un petit peu triviale dans l'organisme, et que l'assembleur, la seule possibilité pour l'organisme d'assembler, c'est d'utiliser des enzymes. Donc à tous les endroits de l'organisme, il faut qu'il y ait ces enzymes pour assembler, pour défaire, une fois de plus, ce que j'ai évoqué auparavant, ce que nous avons évoqué, mais elles doivent être présentes partout, puisque partout, il y a la nécessité de construire ou de défaire. Donc, on va les retrouver dans l'ensemble de l'organisme. Et pour faire les cycles métaboliques, qu'ils soient des cycles respiratoires, qu'ils soient des cycles énergétiques, ces cycles-là sont composés d'enzymes qui raccourcissent, rallongent les molécules. Donc, ce sont des composés réellement indispensables à la vie. On ne peut pas vivre sans enzymes, c'est impossible. Et ces enzymes fonctionnent-elles seules ou faut-il en plus rajouter à leur fonctionnement des oligo-éléments ou des composés en fait minoritaires qu'on peut retrouver également dans l'alimentation? Tout à fait, tout à fait. La remarque est très claire, c'est que les enzymes sont des véhicules ou des outils qui ont besoin pour fonctionner d'essence. Et l'essence peut être, dans certains cas, l'apport de ces oligo-éléments. L'apport du sélénium, par exemple, va être un facteur qui va activer certaines enzymes et qui va leur permettre de fonctionner. À l'inverse, si on est en absence, en carence de sélénium, on va avoir un ralentissement de ce type d'activité parce que l'enzyme n'aura pas son carburant pour fonctionner. Donc le terme carburant n'est pas tout à fait exact parce que les enzymes ne le consomment pas, mais c'est plutôt une clé qui vient activer un fonctionnement plus rapide. Absolument. Alors maintenant, il y a un autre aspect qui nous intéresse beaucoup tous les deux, c'est l'utilisation des enzymes comme outil de fabrication. On parlait tout à l'heure en préambule des oméga 3, qui sont des composés extrêmement importants dans le domaine de l'inflammation, entre autres. Mais peut-on utiliser des enzymes pour, je dirais pas fabriquer, on n'est pas sur la chimie de synthèse, on est sur une fabrication plutôt biologique. Peut-on utiliser ces enzymes pour fabriquer ou libérer des composés lipidiques, notamment des oméga 3 particuliers? Alors, la réponse est oui.
Et oui, grâce à Dame Nature, parce que les enzymes ont ceci de particulier, c'est que ce sont, comme je l'ai dit, des outils, mais des outils qui fonctionnent en équilibre. Et ce qui est absolument extraordinaire dans le cadre des enzymes, c'est qu'elles peuvent fonctionner dans un sens, mais que dans certaines conditions, elles peuvent refonctionner dans l'autre sens. Et que, pour faire simple et pour aller dans ton sens, une enzyme qui va séparer des lipides, qui va leur permettre de se séparer les uns des autres, va être capable, dans certains cas, de les réassocier. Et en les réassociant, on va pouvoir créer des molécules qui sont biologiques, mais qui sont des molécules qui ont été assemblées par des enzymes qui, au départ, étaient là plutôt pour les séparer. C'est ça, de l'assemblage à façon. De l'assemblage à façon. Donc on peut rêver demain, fabriquer des composés lipidiques qui n'existent pas actuellement, mais qui seraient hautement bénéfiques pour la santé, et avec l'aide de composés non chimiques que sont les enzymes. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'enzyme va répondre à des conditions. Donc, c'est un outil intelligent qui va répondre à des conditions que l'on peut lui imposer autour et qui va créer des molécules d'intérêt en fonction de ce qu'on lui donne à faire. Et donc, cet outil intelligent permet vraiment de créer des molécules qui sont dessinées à façon. C'est ça, ce qu'on appelle le design moléculaire. Et juste pour élargir un tout petit peu le sujet, on parle des enzymes de végétaux, de légumes, mais nous avons un terrain de jeu fabuleux que nous connaissons bien, qui est le domaine marin. Existe-t-il, selon toi, des enzymes peu connues, voire même inconnues, que l'on pourrait trouver demain dans des organismes marins, peut-être les sources hydrothermales, dans des bactéries, etc. Alors, la question pour rebondir, c'est évidemment quel est notre niveau de connaissance aujourd'hui sur le milieu marin, et il est extrêmement faible. Aujourd'hui, nous connaissons très peu d'organismes en réalité dans le détail, nous connaissons très peu de fonctionnement, et il existe une multitude et une foultitude que tu connais bien mieux que moi en plus dans le domaine par exemple des algues et microalgues, qui est une source énorme d'inventions, de découvertes. Et à ce titre-là, est-ce qu'en plus, il y a des différences et des originalités dans le milieu marin? La réponse est oui, puisque, pour faire un simple exemple, très parlant, des enzymes qui travaillent à très basse température existent dans le milieu marin, permettent à des poissons, par exemple, de vivre dans des eaux où la température devient même inférieure à zéro, et les enzymes continuent de fonctionner, alors que nous, pauvres humains, si nous étions placés dans les mêmes conditions, nos enzymes arrêteraient de travailler. Donc il y a énormément d'innovations trouvées dans ce domaine. Alors ce que dit Philippe, c'est extrêmement important. Cela signifie que dans des milieux hostiles, extrêmes, la vie peut s'adapter, peut s'organiser pour permettre en fait aux cellules vivantes de résister. On peut imaginer les développements dans le domaine de la pharmacologie qui derrière. Pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a été menée sur le sujet. Si, il y a des études en cours dessus, mais comme disait Philippe, on connaît peut-être mieux la Lune que le fond des océans. Donc, reste beaucoup de choses à découvrir. Et sa pudeur est là, mais on manque de bras, on manque d'enzymologistes. Donc là, je lance un appel aux vocations. Mais effectivement, des enzymologistes, il n'y en a pas beaucoup. Et des enzymologistes spécialisés, en fait, dans les milieux hostiles, il y en a encore beaucoup moins. Donc, effectivement, on a des terrains de jeu à explorer, des terrains de jeu géographiques et des terrains de jeu biologiques. Donc, reste malheureusement ou heureusement, beaucoup de choses à découvrir. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, tu m'arrêteras, c'est qu'on a découvert en fait des organismes sur les sources hydrothermales par plusieurs milliers de mètres de fond, en fait, dans le Pacifique, par exemple, qui donc vivent dans des milieux extrêmement hostiles et qui ont des capacités de survie, d'adaptation à leur milieu extrêmement intéressants. On peut très bien envisager d'étudier ces organismes-là, et notamment leur cycle biochimique, pour essayer de comprendre des dérèglements du modèle humain, et peut-être essayer de trouver en fait des solutions qui permettraient demain de réparer des dysfonctionnements métaboliques. C'est très clair, et en complément, et un petit peu pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les lipides et les oméga 3, un point qui est important, c'est que ces lipides proviennent du milieu marin, et que les enzymes qui sont à l'origine de
de ces lipides sont dans le milieu marin. Et aujourd'hui, tu m'arrêteras si je me trompe, mais il y a encore un énorme travail à faire en termes de connaissances sur la façon dont sont fabriqués ces lipides et l'identification des enzymes qui permettent de les fabriquer, puisque là, c'est une source énorme également de molécules d'intérêt nutritionnel. Et les travaux sur la relation entre ces enzymes, leur fonctionnement et justement des proliférations cellulaires et ce type de sujets qui intéressent l'association sont en plein développement et le nombre de publications est énorme. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pas un sujet de science-fiction, on n'est pas sur du prospectif, mais sur la réalité. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent quand même dessus. Il y a des produits qui existent, qui sont sur le marché. Le mélange bromélaïne-papaïne, la superoxydismutase qu'on retrouve dans le melon. Donc il existe déjà bon nombre de produits à base d'enzymes sur le marché. Mais on peut penser que demain, il y aura encore plus de produits constitués d'enzymes, donc, ou des formulations à base d'enzymes. D'accord. Très, très intéressant. Vous avez terminé, docteur Pinault? Vous avez d'autres choses à rajouter? Non, mais en conclusion, d'une façon générale, les enzymes, c'est un outil qui est en plein développement, que chacun d'entre nous utilise directement, indirectement. C'est un vaste domaine d'utilisation. Et dans le domaine de la nutrition santé, il y a des perspectives très intéressantes, en plein essor. Et tout ce que l'on vient d'évoquer depuis ces quelques minutes, je dirais, porteur d'espoir pour les développements futurs. Mais par contre, lorsqu'on parle de traitement métabolique, il faut bien comprendre que dans le terme même traitement métabolique, on parle de métabolisme. Et un métabolisme, c'est un cycle soit de construction de l'anabolisme, soit de déconstruction de l'anabolisme, mais il ne peut se faire sans enzymes. Donc, sans le savoir, nous utilisons les enzymes tous les jours, et ces enzymes, il faut également les protéger. Alors, peut-être qu'on pourra en parler un tout petit peu, le stress, l'oxydation, les radicaux libres, ou des carences alimentaires sont extrêmement préjudiciables au fonctionnement enzymatique. Oui, tout à fait. Il est clair que pour avoir une bonne expression de l'activité de ces enzymes, il faut avoir un environnement nutritionnel qui soit favorable, puisque, comme on l'a évoqué il y a quelque temps, les enzymes sont l'expression directe de notre ADN. Et donc, pour qu'il y ait une expression directe, il ne faut pas qu'il y ait d'altération de cet ADN, il ne faut pas qu'il y ait d'altération de ces mécanismes de production. Or, différents stress, qu'ils soient des stress radicalaires, qu'ils soient des stress ionisants, qu'ils soient des stress qui soient liés à certaines formes de toxiques, des métaux lourds, vont altérer cette production-là et ils vont modifier en fait l'expression de ces enzymes. On peut avoir des enzymes qui sont altérées et des fonctionnements enzymatiques. Il y a certaines pathologies dont les marqueurs, et ça on n'en a pas parlé effectivement, mais dans de nombreuses pathologies, les enzymes, l'altération du fonctionnement des enzymes est un marqueur de la pathologie. Et on mesure en fait l'altération de ces enzymes pour identifier, ou tout du moins pour essayer de quantifier le niveau de développement de la pathologie. Donc oui, l'environnement de l'organisme, la nutrition, les composantes également exogènes sont fondamentales pour maintenir la qualité des enzymes et leur fonctionnement. Absolument. Donc, extrêmement important. Extrêmement important. Et donc pour rejoindre ce que vous disiez, Patrick, c'est effectivement, donc, en agroalimentaire, il y a peut-être des composés qui sont très indésirables au bon fonctionnement des enzymes. Mais ça, je pense que nous le savons tous. Okay. Ce matin, on a eu une petite conversation concernant donc les oméga 3 et puis cette équipe de chercheurs, j'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas eu vraiment le temps de lire les études, mais je crois qu'ils sont de Leeds, donc en Angleterre, qui se rapprochent de vous pour avoir donc des oméga qui semblent très intéressants, notamment sur le cancer du côlon, les métastases au foie. Oui, vous nous en dire quelques mots? Oui, enfin, alors effectivement, c'est une prise de contact, mais qui rejoint une tendance assez intéressante au niveau de la recherche. Bon, aujourd'hui, les oméga 3 sont extrêmement importants. Alors, les oméga 3, c'est un vaste sujet, un vaste monde. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'une vidéo explicative aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Enfin, c'est un peu abstrait pour beaucoup de gens.
Mais les oméga 3, en fait, les oméga 3 qu'on appelle la chaîne longue, qu'on retrouve dans le marin, ont des propriétés anti-inflammatoires. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail à ce stade, mais anti-inflammatoires et suscitent énormément d'intérêt au sein de la communauté scientifique qui travaille en fait aujourd'hui à la compréhension de différents mécanismes d'action, à peut-être en fait à l'utilisation de ces propriétés anti-inflammatoires dans l'inhibition du développement de certains cycles métaboliques en fait. Donc beaucoup d'équipes aujourd'hui de recherche institutionnelle nous contactent, ce ne sont pas les premiers, pour que nous leur fournissions des oméga 3 à chaîne longue, purs bien entendu, plus ou moins enrichis en certains types de composés. Quand je dis enrichis, il n'y a pas de synthèse, on ne fait pas de synthèse. On fait juste en fait de l'évolution, en fait, de la modification des compositions de certaines huiles de poisson, en l'occurrence, parce que beaucoup d'équipes utilisent ou travaillent à l'utilisation de ces oméga 3 dans certains types de cancers. Alors, je connais une équipe française brillante qui travaille sur la relation cancer du sein et DHA, qui ont des oméga 3. Je n'en dirai pas plus parce que en fait, aujourd'hui, l'étude est en cours et je n'ai pas suffisamment d'éléments. Une équipe anglaise brillante, avec un niveau de publication extrêmement intéressant dans des revues très prestigieuses, nous a sollicité effectivement aujourd'hui pour que nous leur fournissions en fait des composés très particuliers, encore une fois des oméga 3. Ce sont des gens qui travaillent dans le domaine du cancer colorectal. Donc, à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai eu l'information que ce matin, mais bien évidemment, nous allons leur répondre favorablement et probablement en fait que l'utilisation en fait du génie enzymatique, en fait de nos enzymes pour la fabrication de composés oméga 3 très particuliers pourrait être d'une grande utilité. Donc c'est un sujet en fait pluridisciplinaire qui pourrait être mis en œuvre assez rapidement parce qu'effectivement derrière en fait il faut aller vite. Et donc voilà. Donc moi c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais répondre en fait, que nous allons répondre en fait à cette belle équipe. Et je vous dis là encore une fois, ce sont des gens qui travaillent sur une pathologie, avec le cancer colorectal. Donc je n'irai pas faire de généralisation avec toutes les formes de cancer, mais en tout cas, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui, de par le monde, qui s'intéressent aux oméga 3, aux relations avec ces pathologies. Donc, personnellement, je consomme des oméga 3 et je recommande la consommation d'oméga 3. Je pense qu'on est assez nombreux maintenant à en consommer, hein, et notamment sous forme d'huile de krill. Hein, Alors, effectivement, le krill est extrêmement intéressant, donc j'en reviens. Le krill est intéressant parce que le krill apporte des oméga 3 associés à ce qu'on appelle des phospholipides, qui est un véhicule de transport de ces oméga 3. Il existe beaucoup de formes de transport, des sulfolipides, des glycolipides, des triglycérides, etc. Donc là encore une fois, il y a beaucoup d'investigations à développer, à mener, mais lorsque objectivement on regarde le nombre de publications et donc de résultats en relation avec l'utilisation de ce type de composés, il est clair qu'on ne peut plus nier ou contester l'intérêt de ce type de composés dans le domaine qui nous intéresse. Et là, ça pourra faire l'objet, si vous voulez, en fait, si vous nous réinvitez, d'une nouvelle vidéo, si vous voulez, parce que je pense qu'il est extrêmement important de vulgariser en fait la terminologie oméga 3. Je pense que pour les gens qui ne sont pas forcément spécialistes du domaine, quelle est la différence entre un oméga 3 issu d'huile végétale, issu de poisson, issu d'une algue, issu de krill? Ça peut paraître un petit peu compliqué. Écoutez, si vous souhaitez, je voudrais vous expliquer tout ça. Vous savez que vous êtes chez vous sur notre chaîne, Dr Baudiman. C'est comme vous voulez, hein. C'est sûr. En plus, vos disponibilités, remarquez les miennes aussi. Mais on arrivera toujours à se caler. Bon, j'ai une petite question
qui n'a rien à voir, là je vais m'adresser au patron de Beauchamp parce que naturellement moi j'ai beaucoup de retours de nos abonnés. C'est pour quand la sortie des produits qui nous manquent dans notre panel, à savoir le graviola? Alors, je vais commencer par être très désagréable avec la propolis rouge. Malheureusement, la propolis rouge, nous, notre source de propolis rouge, c'est Amérique du Sud. Et vous suivez comme tout le monde l'actualité. L'actualité fait que derrière, aujourd'hui, nos sources d'approvisionnement issues d'Amérique du Sud sont extrêmement désorganisées, pour pas dire en fait très perturbées. Bon, malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle pour la propolis rouge. Et nous n'avons pas de visibilité. On a toutes sortes de propolis, mais pas l'orange. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans l'incertitude. Enfin, en tout cas, voilà, on n'a pas d'informations en fait à vous communiquer. Sur le mélange d'antioxydants que vous souhaitez, vous le finissez. Nous sommes en train de le terminer. Donc on a pris quelques semaines de retard, mais je dirais que ça devrait aller assez vite. Et je vais demander en fait à mon camarade à côté en fait, de nous aider aussi à terminer la caractérisation en fait, d'une enzyme qu'on va rajouter dedans. Donc ça devrait aller assez vite. Germanium, en fait, nous en sommes aujourd'hui en fait, à finaliser en fait, nos remplissages de gélules. Et si derrière la stabilité de ces gélules est conforme à nos attentes, c'est un produit qui sera sur le marché en fait, d'ici le 8 ou 10 août. D'accord, donc vous le prévoyez sous forme de gélule et non pas sous forme liquide. Alors nous souhaitons plutôt sous forme de gélule, effectivement. De gélule. Le desmodium est en ligne, bromélaïne papaïne est en ligne, le krill est en ligne, la vitamine D, qu'on le retrouve dans l'huile de foie de morue, est en ligne également. Donc le graviola. Alors le graviola, je me suis fait tirer les oreilles par mes équipes en interne, parce que derrière, en fait, le dossier est un petit peu resté sous une pile sous mon bureau. Donc, mais à culpa, c'est de ma faute. Donc, je vais retravailler vite dessus. Nous allons travailler vite dessus, et c'est un produit que nous sortirons en août également. Bon, bah, écoutez, c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Et encore une fois, hein, je vous le dis, je vais être scientifiquement subjectif. Prenez des oméga 3 chez nous ou ailleurs, mais prenez-en. Et alors sous quelle forme? Alors, on a parlé d'huile de krill, on peut prendre aussi votre complexe par exemple? Oui, alors il y a des huiles de poisson en capsule molle, mais c'est la saison de la sardine, manger les sardines. Mais pour ceux qui ne consomment pas de poisson, là le complément alimentaire trouve sa justification. Et de surcroît, le complément alimentaire présente le second intérêt, c'est d'avoir l'assurance de ne pas absorber de composés indésirables comme les métaux lourds, les PCB et les autres joyeusetés que malheureusement on trouve dans l'océan. Aujourd'hui, les huiles que nous devons fournir sous forme de capsules doivent être purifiées, propres et libérées en fait de toute trace de contaminants. La réglementation française est extrêmement vigilante, Dieu merci, sur ce type de composés. Donc le complément alimentaire trouve sa justification, en France en tout cas, grâce à cette réglementation qui contraint les laboratoires à mettre sur le marché des produits très propres. D'accord. Eh bien, écoutez, on ne va pas faire trop long, parce que vous savez que les vidéos trop longues ne sont pas tellement regardées. Il ne reste donc qu'à vous remercier tous les deux, docteur Philippe Pinault, de nous avoir vraiment éclairé sur ce qu'étaient les enzymes. Je suppose qu'il faudrait encore beaucoup plus de temps pour nous éclairer, mais ça a déjà été un très bel aperçu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Et puis, vous, docteur Baudimont, écoutez, on se revoit très bientôt, je l'espère, pour reparler des oméga 3 de façon beaucoup plus détaillée, afin qu'effectivement tout le monde comprenne comment cela fonctionne, lesquels utiliser, pour quelle pathologie, etc., etc. Avec plaisir, et merci à vous. Merci à vous. Ben, merci à vous deux, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Alors les amis, qu'est-ce que je retiens de cette interview très intéressante? Alors bien sûr, vous savez que Patrick s'est acharné
à nous monter un dossier sérieux de tous les compléments alimentaires qu'un cancéreux a besoin. Et je me permets de vous préciser que il a en particulier des résultats très importants, très favorables pour les gens qu'il suit et qui prennent ces traitements. Alors, ces traitements, je le répète, Gwenaël Baudiment, c'est le laboratoire Beauchamp. Vous voyez à quel point il est impliqué dans ce que l'on fait et nous devons lui rendre l'appareil de manière à ce qu'il puisse continuer à développer des traitements contre le cancer. Alors, il a parlé de quelque chose dont je venais de parler il y a 1 heure, 2 heures, du stress oxydatif. Le stress oxydatif qui est certainement la cause de ma prostate qui a grossi, la cause de mon ganglion lymphatique qui a grossi. Et ceci, effectivement, c'est très, très important d'éviter le stress et d'avoir une excellente hygiène de vie. Merci les amis et surtout, merci à vous tous d'être là, d'être présents, d'écouter et de nous aider. Merci encore les amis. Au revoir.